Bienvenue sur Tout Oui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. On lit dans la presse du 20 avril 1935 que la veille à Chaumont, en Haute-Marne, un inconnu est entré dans la cour de la maison où vivent le commandant Marescot du Tilleul et sa famille, 52 boulevard Thiers. C'est là que Nicole, 4 ans et demi, est en train de jouer. L'inconnu lui parle à voix basse, lui prend la main et l'emmène. Un ouvrier qui travaille dans la cour assiste à la scène. Il ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. L'homme et la petite fille disparaissent dans les rues de Chaumont. Où vont-ils ? Inquiète de ne plus voir son enfant, Madame Marescot interroge les voisins. « Vous avez vu Nicole ? Elle jouait dans la cour. Elle n'est plus là. Elle est passée devant chez vous ?» Mais ils ne savent pas où est la fillette. On cherche dans la rue, puis plus loin, dans les boutiques aussi. La mère prévient la police. Celle-ci entreprend des recherches aidée par la gendarmerie et la garde mobile. Des gens affirment qu'ils ont vu la petite fille partir avec un homme auquel elle donnait la main. Ils le décrivent. On fouille les alentours. Des agents contrôlent l'identité d'un certain Gabriel Sauclet, qu'ils croisent dans les bois de Saint-Roch. Mais il ne correspond pas au signalement. Ils ne le retiennent pas. Le lendemain, on est toujours sans nouvelles de la petite fille. L'annonce de cet enlèvement figure sur une demi-colonne en pages 3 ou 4 de quotidiens qui en comptent jusqu'à 10. Mais c'est bientôt en une que va s'afficher le petit visage de Nicole Marescot. Car nous sommes au début d'une sale affaire. On explore toute la ville à la recherche de Nicole, sans résultat. On organise un plan de battue. Un avion survole à basse altitude les abords immédiats de Chaumont et la campagne alentour. Mais vers 22h30, il fait nuit et on n'a toujours pas retrouvé trace de la fillette. Les recherches reprennent le 21 avril au lever du jour, l'enquête aussi. On a bon espoir de retrouver l'enfant vivante, mais il faut faire vite. Les battues recommencent dans les bois et les futaies, nombreux dans cette région. La Suize, la petite rivière qui traverse Chaumont, est l'objet d'une exploration méthodique. Grâce à de nombreux témoignages, on reconstitue une partie de l'itinéraire de l'homme et de l'enfant. Sortant de la maison des Marescot, il prend la rue des Combles, puis la rue du Val-Barisien. Il se dirige ensuite vers la campagne. On ne possède d'abord qu'un signalement vague du ravisseur, qui paraît âgé de 20 à 25 ans. Imberbe, blond, il mesure environ 1,65 m et porte un complet gris clair et des souliers noirs. En ville, on affirme que ce signalement ne correspond à aucun habitant du quartier. Pourtant, les témoins de l'enlèvement, les ouvriers qui travaillaient dans la cour, affirment que l'inconnu a appelé la petite fille par son prénom. Ils la connaissaient donc. On parle aussi de vengeance de la part d'un ancien ordonnance du commandant Marescot. Mais le général Landreau déclare que c'est impossible. Brusquement, une nouvelle se répand dans Chaumont. À la fin de la matinée, les gendarmes arrêtent un suspect. Il a 24 ans et se nomme Julien Banvard. C'est un ouvrier agricole qui a récemment été condamné pour vol par le tribunal correctionnel de Langres. Il est interrogé, mais nie être le ravisseur. On fait venir toutes les personnes qui ont assisté à l'enlèvement. Madame Legrand n'a pas l'ombre d'une hésitation. Ce n'est pas l'homme qu'elle a vu. Monsieur Pierre-Jean est moins sûr de lui. Comme il a entendu l'homme parler à la fillette, il demande qu'on fasse parler Banvard. Et là, il est formel. C'est lui. C'est sa voix. Mais l'ouvrier agricole persiste dans ses dénégations. Vers midi, il est relâché car le commissaire Sandras vient de faire une prise autrement intéressante. Il s'agit d'un autre repris de justice que la police recherche précisément. Pourquoi lui ? Parce qu'un témoin, M. Richard, a déclaré que l'inconnu qui a entraîné la fillette est celui qui a récemment acheté une mobilette et qui paradait avec dans les rues de la ville.
le marchand de motocycles consulte son registre et livre le nom de l'acheteur. Gabriel Sauclet, demeurant rue du Val-Barizien. C'est lui que des agents ont contrôlé le jour de l'enlèvement. La quincaillère le reconnaît aussi, car il a acheté un bocal chez elle quelques jours plus tôt. Sauclet est donc arrêté et conduit au commissariat devant lequel s'amasse une foule nombreuse. Les témoins sont à nouveau convoqués et mis en sa présence. Quelques-uns sont affirmatifs, en particulier le conseiller Simoneau. Dans l'après-midi, on se rend chez Sauclet, 15 rue du Val-Barizien. Sa propriétaire déclare que le jeune homme a été amené par ses parents de Dijon le 7 mars dernier, il y a donc 1 mois et demi. Il cherche du travail depuis. On demande à Sauclet pourquoi il n'est pas resté à Dijon, sa ville natale. C'est qu'il y a été condamné en 1927 à 7 ans de réclusion pour attaque à main armée. Il a purgé sa peine mais ne pouvait plus vivre dans cette ville. Ses parents l'ont donc installé à Chaumont et l'entretiennent. Chez lui, on constate qu'il a récemment brûlé dans son fourneau de nombreux papiers et que la chemise qu'il portait le jour de la disparition de Nicole trempe dans un seau d'eau. Sa propriétaire déclare que ce soir-là, il est rentré à 20h30 et n'est pas ressorti. Il y a aussi une petite fille qui reconnaît en Sauclet l'homme qui, 3 semaines plus tôt, lui a offert des bonbons et une pièce de 2 sous en lui demandant de l'accompagner. Le commandant Marescot de Tilleul est hors de lui. Il faut qu'on le retienne pour qu'il ne se jette pas sur le suspect, qui n'échappe pas à la vindicte populaire, puisque dans la cour du commissariat, sous l'œil impassible des agents, précise le journal L'Excelsior, des témoins se jettent sur lui et le rouent de coups de pied et de poing. Il crie pourtant qu'il est innocent, qu'il n'a rien fait. Mais la foule gronde toujours plus fort. Puis l'interrogatoire se poursuit dans le commissariat. Un traitement sévère, précise le journaliste. De nouvelles battues sont organisées autour de Chaumont. Plus de 500 hommes, soldats, gendarmes et gardes mobiles y participent. Un avion survole à nouveau la vallée de la Suisse. En vain, la petite Marescot demeure introuvable. Tout le monde craint le pire, les pauvres parents surtout. Va-t-on retrouver Nicole Marescot de Tilleul vivante ? Son nom de famille à particules laisse un espoir. Aurait-on kidnappé la petite fille pour obtenir une rançon importante ? C'est peu probable, écrit le journaliste de l'Excelsior, car le kidnapping américain est une chose encore inconnue chez nous. Sans doute a-t-il en tête l'enlèvement du bébé de l'aviateur Charles Lindbergh 3 ans plus tôt, en 1932. Le commandant Marescot du Tilleul est en garnison à Chaumont depuis 4 mois. Il commande le 21e bataillon d'infanterie et est le père de 4 enfants. Très grand, d'allure martiale, portant de longues moustaches à la gauloise, l'officier attend dans l'angoisse. Mais pour l'instant, 2 jours après l'enlèvement, il n'a reçu aucune demande de rançon. Alors, une vengeance ? Un drame de famille ? Tout est possible. On suppute même qu'il pourrait s'agir d'un crime de Romanichel puisqu'ils viennent de s'installer en ville pour la fête foraine. À Chaumont, tout le monde a en tête la disparition de la petite Pouret, âgée de 6 ans, qui a disparu en 1901 et qu'on n'a jamais revue. Alors la population continue de battre les fourrés et de sonder le lit de la Suisse pour garder espoir et ne pas rester les bras croisés. Le matin du 21 avril, M. Limosino, substitut du procureur, place Gabriel Sauclet sous mandat de dépôt, bien qu'il continue à nier. À 13h, il entre à la prison de Chaumont, située précisément rue du Val-Barizien où il habite. Les recherches se poursuivent, y compris la nuit. Le 22 avril de 8h à midi, nouvelle battue monstre dans les bois de Saint-Roch qui recouvrent la vallée de la Suisse de chaque côté du viaduc. C'est là que Sauclet a été interpellé la première fois par les gendarmes 1 heure après l'enlèvement. Les enquêteurs vont jusqu'à écouter les conseils d'une voyante qui affirme que la fillette sera retrouvée dans un rayon de 30 mètres autour d'un certain chêne de la forêt d'Arc-en-Barrois.
Mais non, elle n'y est pas. C'est ensuite au tour d'un prêtre, l'abbé Rouvre, grand maître d'une science nouvelle, la radiesthésie. La radiesthésie est la faculté de percevoir à l'aide d'un pendule ou d'une baguette les radiations émises par certains corps. L'Association française et internationale des amis de la radiesthésie n'existe que depuis 1929 et cherche à institutionnaliser les pratiques des sourciers. De grands savants y adhèrent, mais se heurtent aux scientifiques rationalistes. Les adeptes n'hésitent pas à mettre leurs capacités à la disposition de la police. L'abbé Rouvre, donc, explore la vallée, son pendule à la main. Il retrouve trace du passage de l'enfant et de son ravisseur tout le long du sentier boisé qui descend en pente douce vers la Suisse. Puis, à 10 mètres environ du cours d'eau, dans un pré encaissé par des haies et des palissades, son pendule indique que l'enfant a cessé d'être vivante. C'est là, selon lui, que le crime a eu lieu. Le ravisseur, lui, est toujours en vie, affirme le pendule de l'abbé. Le commissaire Sandras donne aussitôt l'ordre à ses hommes de sonder minutieusement la Suisse à l'endroit indiqué par le prêtre. 10 agents de police munis de râteaux et de crochets emmanchés sur de longues perches raclent le lit de la rivière. Après des heures de recherche, il faut se rendre à l'évidence. La Suisse ne recèle à cet endroit ni cavité secrète, ni cadavre. La famille Marescot croit toujours pourtant à la radiesthésie. Elle se met en rapport avec l'abbé Mermet, radiesthésiste de Genève, surnommé le prince des sourciers. Elle le prie de fournir de toute urgence des indications sur l'endroit où pourrait se trouver le corps de l'enfant, car la radiesthésie se pratique aussi à partir de cartes. D'autre part, le président de la Société de radiesthésie de Toul se présente et se rend immédiatement à Sémoutier, où il pense pouvoir découvrir le corps. Sur la foi d'autres indications, on cherche à Trex, à Jonchery, toujours en vain. Les journaux qui ne peuvent pas remplir leurs colonnes avec ces vaines recherches se penchent sur le passé de Soclet. Né dans une bonne famille dijonnaise, il est condamné en 1928 à 7 ans de prison, peine qu'il purge à Melun. À sa sortie, il est dirigé sur le dépôt de Collioure dans les Pyrénées pour être incorporé dans un bataillon d'Afrique. Réformé, il est renvoyé chez ses parents. Il arrive à Chaumont fin février, où il survit grâce au subside de sa famille. Cet homme-là a-t-il eu l'audace d'entrer dans la cour de la maison occupée par la famille Marescot pour enlever la petite fille au nez de tous? Le 23 avril, la mère et la sœur de Gabriel Soclet sont entendues par le juge d'instruction, M. Normand. Elles arrivent en autobus de Dijon et se présentent spontanément pour tenter de démontrer au juge l'innocence du jeune homme. Le juge leur pose des questions que le journaliste de l'Excelsior qualifie de cruelles. Leurs réponses ne permettent plus de douter de la culpabilité de Gabriel Soclet. Il a toujours été un enfant chétif et sans volonté, déclare Madame Soclet, se laissant entraîner par les mauvais sujets qu'il fréquente. C'est ce qui l'a conduit en prison. C'est pour l'éloigner de ces mauvaises fréquentations et lui permettre un nouveau départ que ses parents lui trouvent à sa sortie un apprentissage chez un photographe de Chaumont. Chaque semaine depuis son installation dans cette ville, il leur écrit. Il est doux, assagi après son incarcération. Mais dernièrement, il semblait plus agité. Il a écrit dans une lettre vouloir se venger du sort qui l'accable. Une lettre datée du 16 avril, 3 jours avant la disparition de Nicole. Le juge interdit à Madame Soclet de voir son fils car il est au secret. Elle veut lui transmettre une lettre de la part de son avocat, maître Gaston Gérard, maire de Dijon. Il ne doit répondre à aucun interrogatoire en dehors de sa présence pour éviter que par les coups on le contraigne à des aveux qu'il devrait rétracter. Mais cette lettre n'est pas transmise au prisonnier qui doit se contenter pour l'instant d'un avocat commis d'office, maître André Mialon du barreau de Chaumont.
Les magistrats enquêteurs recueillent d'autres renseignements sur le jeune homme. Le 9 avril 1926, il a été condamné à 15 jours de prison pour attentat à la pudeur. Beaucoup plus grave, on apprend que quelques jours avant l'enlèvement de Nicole, Gabriel Soclet a tenté à 2 reprises d'entraîner avec lui 2 fillettes. À la petite Durand, il propose des bonbons et une séance de cinéma. Mais Madame Durand voit le jeune homme parler à sa fille, accourt et le gifle. L'autre est la petite Royer dont j'ai déjà parlé. Toutes deux reconnaissent très bien le suspect. Et ce n'est pas tout. Gabriel Soclet boit du sang. Il explique au procureur que c'est un remède destiné à reconstituer sa santé fragile. Il a lu dans une revue médicale que c'était efficace. Depuis 15 jours, on le voit rôder autour de l'abattoir municipal et même un jour, muni d'un bocal de 2 litres, demander du sang pour son frère à l'agonie. L'a-t-il bu ? Sans doute, puisqu'il le confirme. Bien sûr, boire du sang n'est pas un crime. Mais, dans le contexte tendu du moment, prendre l'abattoir du coin pour un troquet est une pierre de plus dans le jardin de Soclet déjà bien caillouteux. Le soir du 24 avril, le détective Rochat de Genève arrive à Chaumont avec ses chiens policiers, notamment la fameuse Zita, qui a déjà permis de retrouver des victimes assassinées enfouies là où personne ne les aurait cherchées. Son fils, Sheik, n'est pas en manque d'exploits. Sauvetage d'alpinistes perdus en montagne, recherche de cambrioleurs ou de cadavres, il peut tout. C'est le détective Rochat qui a lui-même dressé les 2 bêtes dont il est très fier. Les recherches commencent au point du jour. Le détective présente à Zita une chemise de l'enfant disparu. La chienne la flaire, se ramasse sur elle-même et se précipite museau à terre à vive allure vers le fond de la vallée, entraînant son maître à sa suite. Harold Kand, l'assistant de Rochat, présente à Sheik une pantoufle de la petite Nicole. Le chien se précipite à travers bois. Le commandant Maresco attend fébrilement le retour des détectives et de leurs chiens. Dans la vallée résonnent les aboiements qui laissent supposer tout et son contraire. Sheik revient bredouille, tandis que Zita suit manifestement 2 pistes distinctes, celle de la petite et celle de son ravisseur. Elle remonte vers la route de Sémoutier qui passe à flanc de coteau vers le bois de Saint-Roch. Au bout du pré, elle marque un temps d'arrêt et file brusquement vers la route. Elle arrive devant une cabane de cantonnier, puis elle poursuit sa course, ne suivant plus visiblement qu'une piste. Elle s'engouffre dans une vaste grotte. Est-ce là qu'est caché le corps de l'enfant ? Malheureusement, la grotte est jonchée de cendres des papiers que les gendarmes ont brûlés la veille pour éclairer leurs recherches. Les cendres asphyxient à moitié la pauvre bête qui ressort de la grotte. Elle se remet rapidement et oblique vers l'ouest, toujours flairant, toujours courant. La voilà en contrebas du viaduc de Chaumont, précisément à l'endroit où, le jour de l'enlèvement, les gendarmes ont interpellé Soclet. La chienne a-t-elle reconstitué son itinéraire le jour de l'enlèvement ? Mais ce sont les vêtements de la petite qu'elle a reniflés. Il est de plus en plus certain que Soclet portait l'enfant. À 14 heures, Rochat fait une nouvelle tentative. Cette fois, le départ est la cour de la maison des Marescaux et c'est une chemise de Soclet que la chienne renifle. Elle prend alors la direction que les témoins ont vu Soclet prendre. Les cœurs de centaines de curieux se serrent d'émotion devant cette confirmation. Ceux des parents se brisent. Puis la chienne reprend la route de la vallée de la Suise. Mais aucun service d'ordre n'étant établi, des milliers de curieux encombrent la piste qu'elle suit. Ni les conseils, ni les menaces de 3 gardes mobiles chargés d'accompagner le détective suisse n'y font rien. La foule ne cède pas le passage à la chienne. Une pluie violente se met à tomber, tandis que reporters, gendarmes et gardes mobiles tentent en vain de soustraire Rochat et ses chiens à la curiosité maladive de la foule. Le détective préfère abandonner ses expériences pour les reprendre le lendemain à l'aube, quand les indiscrets seront encore au lit.
L'abbé Mermet, le fameux prince des sourciers, annonce par télégramme des révélations prochaines. L'enfant est enterré, il ne faut pas relâcher le coupable. Le pendule, en effet, a parlé. Puis c'est un scaphandrier qui plonge pas moins de 8 fois dans le barrage de Buxeuil. Je ne vous lancerai pas cependant à nouveau sur ces fausses pistes. Le 5 mai 1935, l'hebdomadaire Détective fait paraître un dossier très complet et extrêmement détaillé, photos à l'appui, sur les recherches. On y lit une interview du détective Rochat et une autre du scaphandrier qui a plongé à la recherche du corps de l'enfant. Le portrait de Soclet y est sans appel. Il est l'objet depuis son adolescence d'une effroyable perversion sexuelle. Pour le journal, pas de doute, Soclet est un criminel né. Les jours passent, les semaines s'écoulent, bientôt les mois, et toujours aucune trace de l'enfant. Soclet se dit toujours innocent. Il est examiné par plusieurs médecins aliénistes qui tous le déclarent sain d'esprit. De nombreuses lettres anonymes parviennent à la famille, aux juges d'instruction, aux défenseurs de Soclet. Les indications les plus diverses sont données par une voyante dont une lettre indique qu'une voiture noire conduite par un jeune homme accompagné d'une enfant blonde est passée le 19 avril au soir à proximité de Melun. Pas la porte à côté donc. Puis c'est à Chambéry qu'on aurait retrouvé l'enfant. Ou plutôt que le ravisseur, pris de remords, se serait confié à un prêtre qui aurait averti la famille. Le beau-frère du commandant Marescot est chargé des pourparlers avec le ravisseur et part pour Bâle, en Suisse. Le beau-frère entre en rapport avec l'inconnu qui confirme qu'il détient l'enfant et qu'il est prêt à la restituer. La famille met le détective Rochat sur la piste. Mais l'inconnu, qui prétend s'appeler Ghislain, le mène en bateau de Lyon au Luxembourg, puis à Bruxelles et Liège. L'odyssée de Rochat tient les journaux en haleine plusieurs jours. Elle se termine en pétard mouillé, car ledit Ghislain est un imposteur, un déséquilibré qui cherche à soutirer de l'argent à la famille sous forme de rançon. Par avidité et par besoin d'argent, il a inventé une histoire de rapt sans se soucier de la douleur de la famille. Il est arrêté boulevard Saint-Germain à Paris. Il s'avère qu'il est déjà sous le coup de 4 condamnations en Belgique. On voit la petite Marescot à Rouen et au Creusot. Un radiesthésiste, encore un, l'a dit même au Honduras. Puis, les articles s'espacent. On s'interroge. La retrouvera-t-on un jour ? De temps à autre, un radiesthésiste prétend que oui. Puis Soclet tente de s'évader. On dirait presque pour faire rebondir l'enquête, avant qu'on ne retrouve dans un square de Chaumont des outils qui auraient pu servir à enterrer la petite fille. Fin juin, on apprend que Soclet ne comparaîtra devant la cour d'assises de la Haute-Marne qu'en décembre, car l'instruction se poursuit. On en vient à se demander si les témoins qui ont reconnu Soclet le jour de l'enlèvement ne se seraient pas trompés. Comment se fait-il que ces témoins, certainement de très bonne foi mais point infaillibles, aient reconnu Nicole Marescot, alors qu'il est clair que pour reconnaître quelqu'un, il faut l'avoir déjà vu ? Or Nicole ne sortait jamais du domicile familial, et à part quelques intimes des Marescot, personne ne peut se vanter de l'avoir vue. D'après les bruits qui circulent à Chaumont, la petite était étroitement surveillée par les siens et la plupart du temps, elle jouait dans la cour derrière la maison. Pour sortir de cette cour, il faut passer par la maison ou posséder la clé qui ouvre la porte sur la rue. Si le jour de l'enlèvement, cette porte était ouverte, c'est en raison des travaux qui avaient lieu. Il faudrait donc admettre que le ravisseur était aux aguets, attendant le moment propice. Le journaliste du Petit Journal ne voit pas Soclet dans ce rôle. Selon lui, s'il a enlevé Nicole, ce n'est pas dans l'espoir d'une rançon, mais par sadisme. Pourquoi aurait-il choisi une enfant qu'il n'avait jamais vue auparavant ? Il était plus facile de jeter son dévolu sur une des fillettes qui jouent à longueur de journée, sans surveillance, près des maisons du quartier neuf. Prenez le témoignage de M. Simoneau. Cet homme vient spontanément au commissariat déclarer qu'il a vu Soclet le jour de l'enlèvement. Il patiente 20 minutes non loin de lui, mais ne le reconnaît pas.
Il faut que le commissaire le lui montre pour qu'il déclare que c'est bien lui. Et cette histoire d'outils retrouvés dans le square de Chaumont, c'est le greffier du juge d'instruction, M. Normand, qui a aperçu Sauclet jeter des objets. Le journaliste se rend dans le cabinet du juge et demande qu'on lui prête des jumelles pour se rendre compte par lui-même de ce qu'on peut apercevoir depuis la fenêtre. Eh bien, il faut être vraiment fort et avoir des yeux de lynx pour reconnaître un homme à cette distance. Le journaliste s'en dit incapable. Le grand tort de cette affaire, conclut-il, est de ne voir que Sauclet comme coupable et de négliger toute autre piste. Vous l'aurez compris, en l'absence de corps, le doute s'installe et ouvre la porte à toutes sortes de possibilités. C'est le 18 octobre, 6 mois jour pour jour après la disparition de la fillette, qu'un cultivateur, Pierre Monfils, cherchant des champignons, aperçoit sous un tas de pierres des lambeaux d'étoffe rouge, puis des cheveux blonds. Il pense aussitôt être en présence de la petite fille disparue. Il retourne chercher sa femme et ensemble, ils déplacent des pierres du tas. C'est bien un petit corps. Le fermier contacte aussitôt le commissaire Sandras qui fait installer une garde autour du lieu. Le 19 octobre au matin, le parquet de Chaumont, accompagné du docteur Renaud, médecin légiste, se rend sur place. Il constate qu'il s'agit du cadavre d'une enfant de 4 à 5 ans, morte depuis 6 mois. Les longs cheveux blonds, un fragment de peigne d'écaille et les lambeaux de vêtements permettent d'identifier Nicole Marescot. Le tas de pierres se trouve au lieu-dit la combe de la Belle Jeannette, en contrebas du bois de Saint-Roch. On s'explique mal que pendant 6 mois, ni les chiens policiers, ni les hommes partis à la recherche de Nicole ne l'aient trouvé. Le corps n'est pas enterré, seulement recouvert de quelques pierres. Il a, à l'évidence, été mangé par des animaux sauvages. Gabriel Sauclet est amené sur place. Plusieurs milliers de personnes attendent son arrivée et poussent des cris de rage en le voyant. Le procureur Larose lui désigne le corps pour qu'il contemple son œuvre. Il reste impassible, tout en se disant innocent. Alors qu'il regagne la voiture de police, des gens se jettent sur lui et les agents ont le plus grand mal à le soustraire à la vindicte populaire. Gabriel Sauclet est désormais inculpé d'homicide volontaire. Les restes de l'enfant sont ensuite transportés à la morgue de Chaumont. C'est là que le commandant Marescot, désormais en poste au Havre, vient reconnaître son enfant. Les quotidiens du lendemain titrent tous sur le calvaire d'un père, photos à l'appui. Mon récit se passera de ces descriptions. Ce sont aussi pas moins de 10 000 promeneurs qui, en d'interminables caravanes, viennent voir de leurs yeux avides le sinistre lieu. Dès le lendemain, le journaliste de l'Excelsior reconstitue avec le commandant Marescot, en personne, l'itinéraire de l'assassin. Monsieur Labouret, le beau-frère du commandant, est aussi présent. Cette reconstitution se fait à l'aube, dans le plus grand secret. Un sacré scoop pour Emmanuel Carr, qui suit cette sale affaire depuis le premier jour. À l'aide des déclarations de tous les témoins et d'un chronométrage serré, les deux hommes endeuillés reconstituent l'allure du ravisseur avec la fillette, 3 km/h, et son parcours. Il est bouclé en 1h20 environ. Et il donne le temps à Sauclet de tuer Nicole à la combe de la Belle Jeannette et d'être à 18h20 là où des témoins l'ont vu. Si l'expérience est concluante, elle ne change pas grand-chose. Mais M. Marescot demande aux journalistes de la publier in extenso. Il précise que, malheureusement, Nicole aurait suivi n'importe quel inconnu lui parlant avec douceur. Quelques jours avant l'enlèvement, son père lui-même l'a conduite en forêt et depuis, elle ne rêvait plus que d'y retourner pour cueillir des violettes et des primes-verts. Monsieur Normand, le juge d'instruction, pense que l'enfant a été tué dans les bois de la Mansine et transporté de nuit à la combe. Il continue d'interroger Sauclet en ce sens, qui se défend.
Qu'est-ce qui prouve que le corps de l'enfant n'a pas été enterré dans la combe après son arrestation? Car en effet, pourquoi les battues monstres des premiers jours n'ont-elles pas permis de découvrir l'enfant? Ni même les chiens policiers au flair perspicace, alors même que la victime ne gisait que sous quelques pierres. Le 23 octobre, on peut lire les conclusions du docteur Paul, médecin légiste, qui a autopsié les restes de la petite fille. Elles sont atroces. L'enfant a eu la tête broyée d'un coup de pierre ou de marteau. Les os du squelette à partir du bassin manquent. Il est possible qu'ils aient été arrachés et emportés par des bêtes sauvages, ou que l'assassin ait coupé l'enfant en deux et enfoui l'autre partie ailleurs. Le docteur Paul n'écarte pas cette possibilité. Les fouilles dans le bois Labbé reprennent donc sous la direction du commissaire Sandras, tandis que le 24 octobre, toute la région assiste aux funérailles de la petite fille. Pas moins de 10 000 personnes. Les restes de l'enfant sont ensuite transportés à Paris pour d'autres examens à l'Institut médico-légal. Ils seront ensuite inhumés dans le caveau parisien familial. Après de nombreux reports pour supplément d'enquête, le procès de Gabriel Soclet s'ouvre le 30 septembre 1936, presque 1 an et demi après les faits. Il s'annonce plus long que prévu. 74 personnes sont citées à comparaître et on envisage de se transporter au bois Labbé. On y renonce en raison de l'hostilité de la population. On découvre enfin une description physique de l'accusé. C'est un grand garçon osseux, au visage rasé, taillé à coups de serpe. Son nez est long et busqué, son regard aigu. Un front haut, accentué par un début de calvitie. Il est sobrement vêtu d'un complet gris à veston croisé et coiffé d'un chapeau mou. Il se tient très droit et son allure est très assurée. Il plaide l'innocence. Le portrait que dessine l'acte d'accusation est de nature à entamer son assurance. En effet, Gabriel Soclet a 18 ans quand il est condamné pour la première fois pour attentat à la pudeur sur 2 fillettes de 8 ans. Il est ensuite condamné pour vol à 15 jours de prison. Ses premières peines sont suivies de nombreuses autres pour escroquerie et vol. On sait qu'à sa sortie, après 7 ans de prison, sa famille l'installe à Chaumont. Soclet est un paresseux et un asocial, mais pour le professeur Adam, l'expert psychiatre auprès du tribunal, c'est aussi un pervers intelligent qui n'est pas en état de démence. Sa responsabilité est entière. Les enfants qu'il a essayé d'entraîner à sa suite défilent à la barre et le reconnaissent. Soclet se défend. Il est victime d'une ressemblance et même d'une machination. On entend aussi les gardes mobiles qui ont arrêté Soclet une première fois au tout début des recherches. Ils affirment qu'ils l'ont relâché car il ne correspondait pas au signalement et ne portait pas de traces suspectes sur ses vêtements. D'autre part, les empreintes de chaussures en caoutchouc découvertes le jour de l'enlèvement dans la cour des Marescaux ne correspondent pas aux chaussures de Soclet, ni à aucune de celles des ouvriers sur place ce jour-là. Malheureusement, on n'a pris ni moulage ni photo des dites empreintes. Par contre, l'alibi de Soclet, qui prétend qu'il se trouvait dans un bar au moment du crime, est mis en pièces par la partie civile. Il n'en a pas d'autre. Maître Legrand, avocat de Soclet, tente de démonter l'argument principal de l'accusation, à savoir la reconnaissance de Soclet par de très nombreux témoins. Il demande au commissaire ainsi qu'au juge comment ils ont procédé pour la présentation du suspect aux témoins. Était-il entouré d'autres personnes présentant avec lui des ressemblances vestimentaires et autres, comme le prescrit une circulaire du garde des Sceaux en date de 1901 ? Non, pas du tout. Soclet était présenté seul et on demandait aux témoins si c'était bien lui. L'avocat, on le voit, tente d'instiller le doute dans l'esprit des jurés qui devront juger en leur âme et conscience. À la question « Soclet est-il coupable d'avoir enlevé Nicole Marescaux le 19 avril 1935 ?» les jurés répondent oui. Oui encore à la question de sa culpabilité avec circonstances aggravantes. Soclet est donc condamné à mort. Il crie alors sa rage de la société dont il se dit victime. Il est furieux quand les gendarmes lui font franchir la porte de la salle d'audience. Ses cris et ses insultes se perdent dans les couloirs du palais de justice.
Cette attitude n'arrange en rien la très mauvaise impression que l'opinion publique a de lui. Dès le lendemain, on apprend qu'il se pourvoit en cassation. Il obtient gain de cause pour une question de droit. Il devra donc être jugé à nouveau devant une autre cour d'assises. Le second procès de Gabriel Soclet pour l'enlèvement et l'assassinat de Nicole Marescot s'ouvre le 17 février 1937 devant la cour d'assises de la Côte d'Or à Dijon. Soclet a essayé d'échapper en vain à un procès dans cette ville où il a déjà été condamné plusieurs fois. Je ne vous raconterai pas l'intégralité de ce second procès, car l'histoire de Soclet n'est pas terminée. Sachez que les audiences sont tendues, ponctuées de plusieurs incidents. Maître Legrand, avocat de la défense, invoque l'existence d'un sosie de Soclet. Il est détenu à Nantes pour cambriolage. Il fait passer des photos de ce sosie, mais les témoins restent très affirmatifs et ne changent pas d'avis. L'avocat général demande la peine de mort contre cet homme qui n'a pas l'excuse d'une enfance malheureuse et qui, dès son plus jeune âge, s'est fait voleur, escroc et sadique. Maître Legrand explique qu'on croit son client coupable car il peut l'être. Il en a le profil. Mais où sont les preuves formelles ? L'avocat tire parti de tout et réduit en miettes les témoignages les plus affirmatifs. Et il sauve son client. Soclet est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Insatisfait, il se pourvoit en cassation. Il y renoncera en mai. Il purgera sa peine à Fontevraud, le gouvernement de Léon Blum ayant supprimé les travaux forcés en Guyane. Ce verdict soulève de très nombreuses critiques. On s'interroge sur le sérieux et la dignité de la justice. Est-ce son rôle de fournir des articles à sensation pour les grands journaux d'information ? On peut en effet se poser la question quand on lit par exemple l'article paru dans Paris Soir le 24 février 1937, après le verdict. Il s'intitule « À quoi, si vous étiez juré, auriez-vous condamné Soclet ?» On demande leur avis à Bernard Antoine, rentier aux Batignolles, Paulette Lecard, coiffeuse à Villers-Cotterêts, Guillaume Pugeot, facteur à Cachan et quelques autres. On lit le même genre de sondage dans le Petit Journal. On n'est pas loin du micro-trottoir, au sondage d'opinion sur ce que chacun fera de ses prochaines vacances. Mais où est le respect dû à la petite fille dont on a fracassé le crâne et dont on a abandonné le corps dans la forêt, proie des bêtes sauvages ? Les journaux à sensation ont perdu tout sens de la décence. Cette sale affaire n'est pas terminée. De petits sauts en rebondissement, elle poursuit son chemin de faits divers qui ne veut pas mourir. En mars 1938, par exemple, un vagabond prétend que la petite Nicole n'est pas morte, que c'est un agneau vêtu de ses vêtements qu'on a retrouvé à la combe de la belle Jeannette. Soclet passe toute la Seconde Guerre mondiale à la forteresse de Fontevraud. On le retrouve en juillet 1944 dans le Petit Parisien. L'article décrit 8 forçats en uniforme de bure, numéro matricule au bras, sabots aux pieds, crâne rasé et attentivement surveillés par des gendarmes. Toute la journée, ils fouillent les ruines d'Angers à la recherche de bombes non explosées. Ils sont chargés de les désamorcer. On ne trouve ensuite plus trace de Gabriel Soclet dans la presse disponible sur Retro News, mais la saga n'est pas terminée. À partir de 1952, Soclet purge sa peine au centre pénitentiaire de Château-Thierry, où sont détenues des personnes présentant de graves troubles psychiatriques et condamnées à de longues peines. Il est finalement libéré en juin 1960, après 25 ans d'incarcération pour le meurtre de la petite Nicole Marescot. Il rentre chez sa mère à Dijon et recommence aussitôt à s'en prendre à de petites filles qui suivent dans la rue. Une chasse à l'homme est organisée pour le retrouver et il est arrêté le 4 août 1960 à Marlay-le-Grand dans l'Yonne, 2 mois après sa libération. Il est incarcéré à Dijon. Pendant sa détention, il écrit une lettre à son défenseur.
Cette lettre est reproduite par Raymond Clément dans son livre sur Soclet, malheureusement épuisé, ainsi que dans un article cité dans mes sources. Elle démontre l'intelligence de Soclet, mais aussi son incapacité totale à comprendre la gravité de ses actes. En voici un extrait. Je disais que je suis un sentimental et en même temps un homme d'action, ce qui est rare. Je suis sensible à la nature humaine, réceptif à la belle musique, à toutes les beautés terrestres, sensible à la fraîcheur féminine, amateur de sentiments fins et rares. Moi, faire du mal à des enfants, à des fillettes? Allons donc, je les affectionne bien trop. Moi qui aurais tant aimé créer un foyer. Avec les fillettes, je ne recherchais plus que l'affection, la douceur, satisfaire ma sensibilité cérébrale, comme a établi dans une certaine mesure mon comportement présent. Oui, je sais bien, on va me rétorquer que j'ai caressé, par effleurage, les parties génitales externes, disons, d'une petite fille, rue Jules Ferry. La belle affaire que voilà. J'ai précisé de mon propre aveu, spontanément, à la gendarmerie de Marly-le-Grand, ainsi qu'à monsieur Pons, juge d'instruction à Dijon, le mobile de cet acte minime, qui était une dernière fois nécessaire. Une dernière fois. Une dernière fois pour savoir s'il est encore excité par les fillettes, avant de se tourner vers des femmes plus âgées. Car il cherche la tendresse, écrit-il, lui qui a été privé d'affection durant toute sa vie. Expertisé à nouveau, il est jugé irresponsable et conduit à l'hôpital psychiatrique de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, puis à Sarreguemines, en Moselle. En mars 1971, à l'âge de 63 ans, Gabriel Soclet place un mannequin dans son lit, franchit les hauts murs de la prison et s'évade. Il se rend à Dijon, chez sa sœur, et se fait engager comme plongeur dans une entreprise. Il est reconnu et arrêté. Il meurt à l'hôpital psychiatrique de Sarreguemines le 29 juin 1981, sans avoir avoué l'assassinat de la petite Nicole Maresco. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.